Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Oula, j'ai perdu ma voix. Et bienvenue sur la grande aventure pour une libre antenne sur jouer à un personnage qui a une autre identité que la sienne. Avant de rentrer dans le vif du... j'ai plus d'eau, plus de gorge. Attendez. Ça devrait mieux aller. Avant de rentrer dans le vif du sujet, plusieurs choses. Tout d'abord, je voulais vous montrer, parce que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, un Kickstarter dont j'ai parlé pendant mon live d'anniversaire, qui est la nouvelle impression de The Wretched par Chris Bissett, qui est un jeu solo absolument incroyable. En plus, ça brille là, regardez, c'est trop beau. Du coup, je pense que je vais y jouer et je vous le remontrerai. Et du coup, j'ai eu un de ces jeux les plus récents, qui est The Wonderful Discoveries of Witches, qui est aussi, donc qui est un jeu qu'on appelle Wretched and Alone, qui est une série de jeux qui est sortie sur le modèle de The Wretched. Bref, je vous en reparlerai très vite dans un nouveau format de live qui devrait arriver bientôt. Je suis encore en train de réfléchir à quand, comment, quelle logistique, etc. Mais je devrais vous faire des vidéos, en tout cas des lives de 15-20 minutes pour vous présenter des jeux que je possède, que j'ai lus, souvent auxquels j'ai joué, pas toujours. Voilà, un nouveau format de live qui se passera peut-être sur YouTube, mais bon, on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Deuxième chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Twitch en cliquant sur les s'abonner. C'est dans cette, j'y arrive pas, dans cette direction là, normalement, en bas. Bref, et si vous voulez me soutenir sans donner de l'argent à Amazon, parce que Twitch c'est Amazon, vous pouvez participer à mon Patreon, où en plus de... je l'ai déjà posté, Mathilde. Où en plus de l'actualité de ce que je fais de base, je vous parle de mon actualité, moi, côté pro, avec des insights sur ce que je fais. Là, notamment, je suis en train de travailler sur un article sur l'appropriation culturelle, et je pense que je vais faire pas mal de points d'étape sur mon Patreon pour les Pegasus et plus. Bref, n'hésitez pas à me soutenir. On va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Alors, je vais accueillir ceux qui sont sur la libre antenne. Normalement, ça y est, on vous entend si vous parlez. On nous entend. Yes. N'hésitez pas, Ekeri a mis le lien, je vais vous le remettre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord d'un des quatre et de nous rejoindre dans le chat vocal qui s'appelle En Live, où du coup on vous entend et on peut discuter avec vous. Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Bonjour. Bonjour. On va faire l'habituel rapide tour de table de début de séance de début de session pour que tout le monde puisse se présenter en 2-3 phrases. Les habitués sont rodés, mais tout le monde ne l'est peut-être pas. Ah. Du coup, on va faire dans l'ordre alphabétique. Alex. Il faut vraiment que je change de pseudo. Alors, donc Alex Kidd, je suis rôliste et MJ à temps partiel et indépendantiste normand. Voilà. Ah, tu ne l'avais jamais fait celle-là. Merci Alex. Alegas. Oui, donc moi c'est Agas ou Alexandre. Donc je fais du jeu de rôle depuis 13 ans maintenant. Et je suis plus présent en physique qu'en démat sur du jeu de rôle. Mais voilà, j'aime bien discuter et tout, donc je suis là. Cool, je suis hyper ravie que tu nous rejoignes en libre antenne. Parce que c'est la première fois. Bon, voilà, je suis très heureuse. Ekeri. Du coup, joueureuse de GDR et j'espère bientôt MJT depuis 2016 et surtout depuis 2018. Et je partage beaucoup de tables avec Aetlas, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'anecdotes en commun. Oui. Sanso. Oui, comme d'hab, je suis auteur de fiction, game designer et joueur de jeux de rôle, et auteur de jeux de rôle notamment. Voilà. Merci. Wizard. Batou. Il est mute. Batou, on t'entend pas.
Ah, il a dû partir. Bon, il se présentera quand il reviendra. Tant pis. Je viens de voir que Fibre Tigre avait lancé un live. C'est franchement de la concurrence déloyale. Je suis outrée. Mais bon, vous êtes là et c'est l'essentiel. Donc, lançons cette discussion. Je vais enlever mes JDR de devant moi parce que sinon ils vont m'attirer les yeux toute la table. Toute la discussion. J'y arrive pas ce soir hein, avec les mots. C'est pas grave. Alors, jouer un personnage qui a une autre identité que la sienne. On a déjà évoqué vite fait le sujet dans d'autres lives où on s'est rendu compte que pour certains et certaines, c'était plus simple de jouer des personnages différents de soi. Pour d'autres, c'était plus simple de jouer des personnages qui nous ressemblaient. Lançons le sujet. Qu'est-ce qui est a priori le plus simple pour vous et pourquoi? Moi, j'aime beaucoup les deux. Si tu veux nous dire un peu pourquoi l'un, pourquoi l'autre, puis après on pourra rentrer plus dans des détails au fil de la discussion, mais... Ouais. Bah, pour les personnages qui nous ressemblent, en fait, c'est la même raison, juste camouflés en deux. C'est-à-dire que les personnages qui me ressemblent, j'aime bien les jouer, parce que du coup, j'aime bien y trouver des choses comment dire, que je pensais retrouver chez moi, et en fait, en les jouant, je me rends compte que c'est plutôt un truc que je projetais sur moi-même, qui n'est pas vraiment quelque chose que je porte avec moi tout le temps. Et les personnages qui me ressemblent pas, c'est l'inverse. J'aime bien trouver des trucs que, a priori, je me dis, ouais, non, ça, c'est pas moi du tout, ça me ressemble pas, je sais pas du tout ce que je ferais dans ce genre de situation. Et du coup, en fait, ça me permet d'explorer un peu des choses que je pensais pas faire partie de moi, et en fait, je me rends compte que, bah, si, il y a des choses que je savais pas que j'avais, mais que j'ai, quoi. Ok. Voilà, Du coup, choisir son personnage pour s'explorer soi-même. c'est ça, en gros. Ok. Quelqu'un d'autre veut nous donner son avis sur plutôt jouer des personnages qui nous ressemblent ou qui sont différents? Alors, si tu veux, moi j'ai une bonne vieille réponse de Normand, dans le sens où ça dépend. En fait, ça dépend du contexte avec qui je joue, et aussi dans quel univers. Généralement, je joue plutôt des persos qui me ressemblent, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, hein, que j'ai plus de mal à jouer des personnages féminins notamment, si je suis entouré de filles. Hmm. Ou alors, enfin, en gros, ça va dépendre aussi de si je connais bien les personnes. Est-ce que je suis prêt à jouer des personnages plus chaotiques, plus mauvais, etc. Dans le sens où, en fait, j'aurais peut-être tendance à penser qu'ils vont me juger sur mes actions et faire l'amalgame entre joueurs et personnages joués. Hmm, hmm. Et du coup, ouais, j'aurais tendance à plus m'éloigner quand je suis en confiance avec les gens avec qui je suis. Ok. Ouais, Kerry? Moi, je sais que pour moi, quand je joue un personnage, c'est pour exacerber une partie de moi que j'aime bien, mais que le quotidien me permet pas d'exacerber. Et c'est pour ça que je joue beaucoup de personnages type Bard, genre le personnage qui blablate et qui porte ses convictions. Parce que la société fait que parfois je trouve ça plus dur de parler avec ma propre voix et que j'ai pas tout le temps le courage de le faire. Et ça me permet de le faire aussi. Et j'ai un autre point où je pense que même si je voulais jouer des personnages qui sont différents de moi, si genre je le voulais si j'avais l'intention de le faire, ça serait compliqué pour moi avec ma forme de neuroatypie de pouvoir conceptualiser des comportements qui sont trop éloignés du mien. Je vois ce que tu veux dire. Et donc moi je sais que je fais beaucoup de personnages plutôt loyaux et qui cherchent plutôt à répandre le bien parce que c'est profondément moi et que j'ai du mal à mimer ou imaginer des comportements qui sont trop éloignés du bien. Ok. C'est super intéressant. Pour celles et ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que la neuroatypie, Céline a un peu parlé de ça dans son portrait qui a été diffusé lundi, donc n'hésitez pas à aller voir la rediff et en tout cas d'aller voir les ressources qui sont dans la description de YouTube, voilà, pour un peu mieux comprendre de quoi on parle. Alégas, tu veux nous donner ton point de vue sur ce sujet? Alors moi, mon point de vue, l'identité du personnage, de toute façon, pour moi, c'est pour ça que j'avais envie de dire dessus. Pour moi, l'identité du personnage sera toujours son identité, même si on va lui mettre une surcouche, quelque chose qu'on va jouer, soit un personnage d'un autre sexe ou d'une autre appartenance ou autre.
dans tous les cas, on va quand même continuer à jouer soi-même. Et donc, je pense que plus qu'une identité différente que soi, ce qu'on va mettre, c'est mettre d'autres parties de soi, des choses qu'on ne veut pas exprimer d'habitude ou qu'on préfère justement mettre de côté, qu'on veut pouvoir exploiter en jeu de rôle. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que je suis pas 100% d'accord avec toi, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est intéressant comme point de vue. Je sais pas si Wizard est là. Oui, je suis revenu. Ah, ça y est. Désolé. Mais du coup, je suis pas entièrement d'accord non plus. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est aussi du jeu d'acteur. Et le principe, quand même, quand on est acteur, c'est d'explorer des perspectives qu'on ne partage pas. Donc, pour un acteur, c'est important enfin, alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est forcément important pour un rôliste aussi, parce que il y a plein de personnes différentes, etc. Mais il y a quand même cette capacité à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Bien entendu, étant donné qu'on est aussi auteur, on a tendance effectivement à donner des traits de caractère, disons, qui viennent de nous, à nos personnages, je pense. Mais ça ne veut pas dire que les personnages correspondent entièrement à des perspectives que nous, on a en tant que personne. Donc, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience sur pas mal de mes personnages qui ont des perspectives que je pense, j'espère, en tant que personne, je n'ai pas trop, typiquement des personnages peu sympathiques que j'ai dû jouer en tant enfin, que j'ai joué en tant que MJ et en tant que joueur. Et qui sont, comment dire, des gens que je ne fréquenterai pas en tant que personne. Et du coup, pour moi, il y a cet aspect où effectivement on explore des perspectives qu'on n'a pas forcément soi-même. Alors, je suis pas 100%. Voilà. Enfin, du coup, il y a un truc moi que j'aimerais nuancer dans ton propos, qui est Ouais. que en tant que rôliste, on est des acteurs. Enfin, il y a un jeu d'acteurs. Je pense Il y qu'il y a a beaucoup en de partie. gens qui ne jouent pas avec cette perspective. D'accord. Parce que il y a beaucoup de gens qui simplement veulent jouer au jeu de enfin veulent faire des jeux de rôle pour jouer et vont pas forcément chercher à performer un personnage, mais simplement vivre l'aventure et tisser des liens avec ces personnages. J'approuve totalement. Je pense. Ouais. Je pense qu'après, du coup, ça dépend vraiment des gens. Après, comme Ouais. dit Guillaume va peut-être plus abonder dans ton sens. En disant, moi j'adore jouer des personnages, c'est même mon métier, et j'adore essayer à chaque fois des choses nouvelles. J'essaye à chaque fois que je crée un perso de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Et je pense effectivement qu'il y a pas mal de gens qui vont explorer le jeu de plein de personnages à travers le jeu de rôle. Et en même temps, du coup, je vais en profiter pour vous donner mon point de vue à moi et mon témoignage de base. Et puis après, on pourra se balader un peu dans toutes les directions. Mais attends, je voulais partir de ce que Algas a dit. Et puis je me suis perdue. Attendez. Qui était que... Si, on met forcément de soi... Enfin, tout ce qu'on va aller explorer dans un personnage, ça va forcément venir de soi et être une matérialisation de ce qu'on est. Et moi, je suis assez en désaccord avec ça. Et du coup, c'est marrant parce que je m'éloigne un peu de tous vos points de vue. Enfin, personnellement, quand je joue un personnage, ça va surtout être moi. Je vais surtout incarner, comme dit Mathilde, enfin comme dit Kerry, je me perds dans les noms ce soir. Je vais aller explorer une partie de moi que je peux pas forcément mettre en avant dans mon quotidien, ou aller tester des choses, comme Sanso disait. Et en même temps, j'aime beaucoup dans tous mes personnages prendre moins un trait d'identité qui est très loin de la mienne, parce que
Parce que comme ça, je vais aller explorer d'autres thématiques, d'autres émotions. Et surtout, enfin, du coup, moi j'aime beaucoup travailler sur l'empathie envers le vécu de l'autre. Et du coup, par exemple, jouer un personnage racisé, ça va me permettre d'aller fouiller, enfin, d'aller pouvoir explorer ce sujet. Et de le faire de manière... Enfin, du coup, là vient mon point important pour cette discussion, qui est que je vais aller faire des recherches sur le sujet. Ne pas jouer un personnage racisé comme je jouerais un personnage blanc, parce que je pense que c'est le piège dans le jeu de rôle, c'est de faire un personnage qui a une identité différente, mais finalement de le jouer comme si c'était soi. Enfin, comme si c'était quelqu'un qui avait les mêmes problématiques et la même vie que soi, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas maintenant là à pouf rentrer, interrompre, discuter. Pour moi, c'est Ouais. très clair parce que comme j'en ai déjà parlé sur un autre live et j'en ai déjà dû en parler avec toi et Kerry notamment sur des conversations plus privées. Moi, c'est l'exacte raison pour laquelle j'ai du mal à jouer un personnage féminin, par exemple, parce que je me dis, mais comment je vais faire pour jouer une fille alors que j'ai pas le vécu d'une fille forcément, et du coup, comment faire pour pas faire de conneries, tout simplement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai déjà joué des personnages féminins, mais dans son étape de garçon, parce que je me dis, bah au pire, si je fais un truc qui est un peu une connerie, c'est pas grave, ils vont pas me reprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre prochaine table qu'on a est un grand stress pour moi. Ouais, j'imagine. J'y ai pensé je en joue un plus. Vu que je vais jouer un personnage féminin. Mais bon, ça va, je vais essayer de... Pour celles qui n'ont pas le contexte, Alex veut jouer un personnage féminin alors qu'il joue avec deux personnes, deux femmes et une personne non binaire. Du coup, ça met un peu, un peu la Ça me lance dans le pression. grand bain. Mais en même Effectivement. temps, c'est le meilleur moment pour expérimenter et réfléchir avec empathie comment faire quelqu'un qui est vraiment une femme avec un ressenti de femme et un vécu de femme, quoi. Alors, Oui, je vais faire un ça petit détour rejoint par un le peu, chat si... Vas-y, Sanso. Je ferai un détour par le chat après toi. un peu la question de légitimité aussi qu'on avait déjà abordée. Dire, en fait, en définitive, on est aussi là quand même pour jouer. Donc le jeu par essence, c'est aussi une façon, enfin en théorie en tout cas, c'est une façon safe d'aborder des questions un peu sensibles parce que justement on peut se permettre de se tromper, d'avoir des retours et évidemment si on part dans la démarche de bien faire. Parce qu'après si on y va avec de la mauvaise volonté, forcément, voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui se posent juste pas la Je question te en prépare fait. là-dessus. Oui. Et pour moi, c'est une question qu'il faut adresser à chaque fois. Oui, c'est sûr, mais ça c'est établi dans le contrat social. Mais tout le monde réfléchit pas à ce genre de contrat social, je pense. Non, Oui. mais après, Mais je suis d'accord, c'est le point bingo, je suis d'accord. Sur ce qu'on a déjà établi dans les lives précédents, je veux dire, Ouais, mais tu vois, C'est- quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui a jamais vu aucun live, je trouve que c'est important de dire ça, tu vois. Du coup, je fais mon petit détour par le chat, parce qu'il faut quand même que ce chat puisse exister dans notre conversation. Angela Quidam, je suis très contente que tu sois là, nous dit « Ça peut être difficile de jouer un personnage très différent quand ce n'est pas notre métier, mais ça peut être très intéressant si on joue comme quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a connu. » C'est super intéressant ce que tu dis, Angela, d'utiliser en fait les témoignages et les vécus d'autrui, de proches de nous, pour pouvoir rendre vrai, entre guillemets, notre personnage, quoi. Donc j'approuve. JDR et jeu d'acteur, c'est un gros débat, oui. On y reviendra peut-être un jour. Mais Angela rajoute, oui, pas besoin d'être acteur tant qu'on s'amuse avec le reste du groupe. Céline, mais en fait vous êtes parti sur le débat jeu d'acteur. Ouais, oui. Parce que du coup Céline comble son manque de théâtre dans la pratique du JDR. Et alors que Et Guillaume c'est- pense Ça que tombe c'est bien. l'exact opposé du jeu d'acteur que de faire du jeu de rôle. Bref, le on plus aura barré. ce débat un Mhm. autre jour. Ah, je sais pas, je trouve que ça fait partie du débat un peu quand même. Bah, je sais pas parce que j'ai pas l'impression qu'on incarne un personnage comme si on était sur une scène de théâtre quand on fait du jeu de rôle. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas en train de dérouler un script, on est en train d'explorer la vie de quelqu'un. D'explorer le ressenti de quelqu'un et ses émotions et comment il traverse des aventures et des épreuves.
Ouais, mais les acteurs d'improvisation, ça existe aussi. Et Oui. il n'y a rien de scripté. Oui, Oui, mais c'est du quand même de coup, l'acting. pour moi, le théâtre est... Enfin, faudrait mettre la nuance sur le théâtre d'improvisation et voir où est-ce qu'on la pose, en fait. Mais c'est surtout, je pense, une question comment dire, c'est un peu les courants du jeu de rôle alternatif aussi, quoi. Les courants alternatifs, MDR. Recentrons le débat. exactement. En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de performer, même en JDR, et il y en a certaines qui sont spécifiques au JDR, parce qu'on a des outils particuliers, et il y en a d'autres qui sont des performances purement d'acting, qui là peuvent effectivement s'éloigner de la question du JDR, et après il y a des entre-deux, je pense. Je pense qu'on va vraiment faire un live sur le sujet. Du coup, clap de fin de cette discussion. Et je relance sur le chat avec Céline qui nous dit qu'elle a zéro barrière avec ses personnages de jeu de rôle. Elle a l'impression de devenir LE et de ressentir tout ce qu'elles sont. Et je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est un peu ce que je ressens du coup quand je... Et c'est pour ça que quand je fais un personnage, si je lui choisis une différence... Enfin, je vais aller explorer un aspect d'une identité différente de la mienne pour ne pas être submergée dans trop de choses et du coup pouvoir vraiment explorer les émotions, les sensations de ça. Mais peut-être que je suis une femme bizarre. Mais je pense pas qu'on soit capable de faire un personnage qui soit nous en JDR. Si. Parce que nous, on n'est pas Ah ouais. exposés aux problématiques. Parce qu'on n'est pas des personnages, déjà, tout simplement. Déjà, on n'est pas des personnages. Déjà, on n'est pas exposé aux problématiques qu'un personnage aura à faire face. Parce que déjà, on joue souvent dans des univers fantasy ou SF, etc. Et que on vit pas en 2070. Et encore 2070, c'est proche. Et donc, toutes les questions qu'on a à faire, on n'a pas les mêmes enjeux. Et on n'a pas forcément. On sera pas confronté à ces choix, donc c'est pas totalement nous, c'est notre projection. Même si c'était nous, ça serait notre projection de ce qu'on pense que nous on réaliserait. Oui. Ouais, et du coup, je compléterai ce que tu dis avec ce que dit Céline dans le chat, qui est en plus, ça nous expose personnellement à des souffrances. Si on essaye de trop se projeter soit dans la partie et dans ce qu'on vit, quoi. Ouais, ça tend trop vers une forme de thérapie qu'une forme de divertissement. Ouais, quand il y a trop on pourra reparler un jour du JDR comme thérapie. Parce que c'est aussi un sujet, quoi. Très intéressant. C'est très intéressant comme sujet. La question du bleed, un peu, c'est un peu ce qui s'appelle le bleed, de ressentir des émotions qui sont censées appartenir au personnage et qui traversent et inversement. Ah, mais ça, c'est mon quotidien. Hein. Ça, même encore hier soir sur Masque. Mais rien que ça, il y a des gens il y a des joueuses qui le recherchent et il y en a d'autres qui le fuient, ce truc-là. Ouais. Oui, parce que ça peut être violent, en fait, de ressentir des émotions d'autres, quoi. C'est très violent. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus en sophrologie, mais qui est très encadré parce que justement, les gens peuvent craquer en direct quand ils sont devant. Donc, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Ouais. Moi, j'ai failli craquer, mais je crois que j'en ai parlé dans la partie lundi, dans le live de lundi, la table qu'a fait Céline, où j'ai ressenti personnellement le choix moral et l'émotion face à Chronos dans Les Enfants Perdus. Si vous voulez le contexte, allez regarder l'autre live, parce qu'on va pas tout remettre, mais je l'ai ressenti personnellement et j'ai passé 15 minutes à m'en remettre, je pense, avant de pouvoir rentrer dans la table. Du coup, ouais, c'est pas facile. Ouais, puis ça fait mal de rentrer dans une table. Point blague nulle. Faut qu'on le mette celui-là dans le bingo un jour. Le point blague nulle. Ox Mais Morzid. du coup, moi je dis. Ouais, vas-y. Quoi Allez-y. Qui parle Vas-y, Mathilde. C'est moi. C'était moi, mais vas-y. Vas-y, Eki. Mais moi, je team, je mets toujours du moi dans mes personnages, mais effectivement, c'est pas que moi, et c'est sûr parce que obligé, comme tu dis, tu t'es obligé d'enrichir avec d'autres choses parce que t'as pas envie de. C'est aussi faire proche de vachement de vulnérabilité, d'être soit on va potentiellement face à un MJ ou des joueurs que tu connais pas forcément. Moi je sais que notamment il y a des choix de genrage de personnages que je fais en fonction de si je me sens plus ou moins en sécurité avec les personnes. Je comprends totalement.
oui, ce que je voulais dire justement sur le fait de ressentir les émotions dans le personnage, j'avoue que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Et c'est autant quelque chose que je recherche que potentiellement un problème. Parce que du coup, pour moi, il faut que j'évite de réagir en HRP avec ces émotions-là. Hmm. Parce que quand même, le but, c'est de raconter une histoire, en partie, et de s'amuser aussi. Euh, mais, euh, mais pour le coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que pour moi, ça veut dire que je joue mieux mon personnage. Parce que je sais ce que mon personnage ressent, parce que quelque part, je le ressens moi-même au même moment. Ouais, mais du coup, il faut réussir à mettre aussi la barrière entre soi et le personnage, quoi. Ouais, Pour c'est ça. effectivement, ce que tu dis, quand imagine t'as un personnage qui est furieux, le but c'est que ce soit ton personnage qui soit furieux et pas que ce soit toi Ouais. qui fasse ressortir ça sur tes compagnons de jeu, quoi. Mhm, absolument. Ouais. Si c'est dans un cadre effectivement, où tout le monde est d'accord aussi pour jouer ça, même. Enfin, parce que moi, ça m'est déjà arrivé sur certaines tables où on s'énervait vraiment fort. Ouais, bah, Mais ça en fait, m'arrive on aussi. était tous bien au courant que c'était les personnages qui parlaient. Et au moindre doute, en fait, on ralentissait, on disait là, c'est mon perso qui parle, il n'y a pas de souci, hein, je suis pas énervé du tout. Ouais. Enfin, c'est dans le jeu et tout. Même mais- matérialiser la prise de distance par la J'ai eu parole, ça. quoi. Mhm. J'ai eu ça à quelques moments aussi, ouais, sur des tables où on était en train on était en train de se gueuler dessus, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a un des autres joueurs qui dit, mais calmez-vous en HRP, et du coup, on lui répond, non, t'inquiète, on n'est pas énervé, hein, on joue juste nos personnages qui sont en Ouais. train de se gueuler dessus. C'est l'une des raisons pour laquelle on peut prendre les rôlistes pour des fous quand on arrive dans une salle Oui, pas prévenu. C'est vrai. Pour c'est vrai. recentrer un peu sur notre sujet du jour, je voulais reprendre un message de Hux Morzin, je sais Mhm. pas, dans le chat qui dit que personnellement, elle ne se sent pas suffisamment à l'aise pour jouer un personnage qui est trop éloigné de son identité. Et je pense que c'est quelque chose. Alors, je sais pas du coup, Ox, le temps et la duralité de ton expérience dans le JDR, mais de l'expérience que j'ai eu l'impression que quand on commence le jeu de rôle, on a tendance à rester à faire des personnages proches de soi pour ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu ça, aller explorer d'autres identités par le futur au fil de l'expérience. Mais je sais pas, est-ce que c'est que mon expérience ou est-ce que vous avez aussi vu ça, vécu ça? Alors, vraiment, je fais pas exprès, mais j'ai fait l'exact inverse. Pareil en fait, je suis complètement opposé. C'est D'accord, ouf, bah c'est allez-y, intéressant. allez-y, je vous écoute, ça m'intéresse. Ton son est très bas. Oui. Ouais. Laurie, Je crois que ton t'as micro a dû coupé. éloigner ton micro sans le voir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air de Oui, marcher. c'est bon. Oui, c'est mieux. Je vous écoute, ça m'intéresse. Moi, enfin, je me permets, donc moi, je sais que plus je joue avec des personnes que je connais, plus justement je vais avoir l'habitude de prendre un perso qui va me ressembler parce que je peux me livrer dedans. Alors qu'au contraire, quand je joue avec des nouveaux à l'assaut ou avec des gens que j'ai pas l'habitude de jouer, je vais prendre des persos distanciés, vraiment très distanciés de moi, très opposés, parce que justement je me livre pas dedans et donc j'ai moins de risques d'avoir des déceptions ou d'être atteint par ce que vont dire les autres par rapport à mon personnage. C'est pour avoir justement ne pas risquer de ressentir des trucs qui vont impacter moi plutôt que le PJ. Du coup, tu vas distancier ton personnage de toi pour te protéger? C'est ça, tout à fait. Ok. C'est marrant parce que du coup, mon expérience, elle est assez différente parce que même quand je joue quelqu'un qui a une autre identité, je vais être... Enfin, au contraire, enfin, c'est marrant parce que du coup, je fais l'inverse. Parce que quand je vais explorer l'identité de quelqu'un d'autre, je l'explore vraiment. Enfin, comme dit Angela dans le chat, ça peut permettre de comprendre les autres. Et du coup, moi, j'explore ça pour comprendre le ressenti de quelqu'un. Et du coup, en fait, je le vis peut-être encore plus fort parce que je vis à la fois la violence que le personnage vit et en même temps la violence de réaliser ce que les gens avec cette identité-là vivent.
pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, je crois que je comprends. C'est du coup un vécu donc au niveau justement du personnage, mais aussi en dehors même du personnage, une réalisation de c'est ça en fait enfin c'est à ça que ça peut ressembler ce que ces gens-là vivent du coup. Ouais, Ça amplifie ton empathie, quoi. ouais, voilà, exactement. Ou Merci. ça la Mathieu. canalise. C'est peut-être plus le mot canalise qui est le mot. Ouais, mais du coup, catalyse, je peut-être trouve même. ça encore plus violent. Mais peut-être parce que du coup, je joue pas des personnages pour juste me distancier d'eux, mais pour aller explorer une différence. Mhm. Sanso, tu voulais peut-être aussi donner ton insight. Oui. En fait, moi, au début, j'étais parti sur des persos très différents parce que je voulais justement explorer ce que j'osais pas trop explorer dans ma vie. En fait. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'étais encore matrixé. Maintenant, je vois, je vois la réalité. Non, mais bref. Non, mais disons que quand j'ai commencé, j'étais encore en construction de ce qui allait être mon identité d'adulte. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai essayé d'explorer un peu des trucs que je savais ne pas pouvoir faire ou que je pensais ne pas pouvoir faire. Et du coup, je faisais des personnages très différents et en fait, ça m'a aussi aidé à me rendre compte que certaines choses que je pensais ne pas pouvoir faire, en fait, j'en étais capable ou d'autres que je pensais être très différents, en fait, faire un peu partie de moi quand même. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis un peu construit en récupérant enfin, en partie, hein, pas seulement, il y a eu d'autres expériences que le jeu de rôle, heureusement. Mais je me suis aussi construit en partie en récupérant des parties de personnages que je savais issus de mon caractère, mais que j'ignorais chez moi. Et après, au final, me constituant de plus en plus des personnages qui allaient, en fait, un peu vers ceux à quoi je ressemble de plus en plus. Et maintenant, ma démarche, c'est plus... Enfin, ça arrive que je change complètement, mais en général, maintenant, ma démarche, c'est de prendre un perso qui me ressemble quand même pas mal pour voir si, en changeant de contexte, est-ce que je reste qui je suis ou est-ce que je change en fonction de... Enfin, voilà, c'est des exercices de pensée un peu abstraits. Je pense que la plupart des joueurs ne vont peut-être pas aussi loin que ça. Peut-être. Mais voilà, moi, c'est une des choses que j'adore dans le jeu aussi. Je comprends. C'est marrant ce que tu dis Enfin, marrant. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que du coup, jouer une différence, ça te permettait d'explorer quelle partie de cette différence faisait partie de toi ou pas. Parce que ça me fait penser à un ami qui, à travers le JDR et les forums RP, pouvait explorer, a pu explorer l'identité masculine pour pouvoir mieux se l'approprier dans son coming out après en tant que personne transgenre. Et où justement, du coup, avoir pu explorer ça et se l'approprier, ça lui donnait des clés et des outils pour pouvoir mieux se sentir légitime quand il a fait son coming out. Voilà. Ouais. Un merveilleux outil, le jeu de rôle. De quoi? Un merveilleux outil, le jeu de rôle aussi. Mais c'est une expérience de vie, c'est pas un outil. Ça peut être un outil. Oui, aussi. Mais je pense que c'est vraiment une expérience de vie. Bon, je suis partie dans des trucs hyper deep là. Vous pouvez. Non, mais c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Je pense. Enfin, je pense vraiment que le JDR peut être un outil pour explorer d'autres identités et se trouver et se construire soi-même, quoi. Et c'est beau. Faites du jeu de rôle. Je peux réfléchir là en fait, c'est pour ça qu'il y a un grand silence. Ouais, non, je pense. Mais on a le droit, le silence c'est parfois bénéfique. Hein. En plus, moi je lis le chat parce que du coup là il y a eu 3 pavés en même temps. Oui, mais je vais vous le lire à voix haute. Momo qui nous dit: j'arrive à écrire des personnages différents de moi dans mes textes, mais je crois que je n'arriverai pas à jouer un personnage totalement différent de moi. Mais elle n'a jamais essayé. Moi je pense que tu peux y arriver, Momo. Mais je pense qu'il faut le tester en fait, si tu en as envie. Je pense que le jeu de rôle c'est un lieu d'expérimentation et d'essai quand on a envie de tester des choses. Écoute, sur ça, moi je relate. Parce que récemment j'ai fait une table où j'ai joué un personnage qui était totalement différent de mon caractère. Et en plus,
style de personnage dans le gameplay qui était aussi totalement différent de ce que je jouais d'habitude. Mhm. Et en gros, pour poser le contexte, en gros, je m'étais très largement inspiré de Guts dans Berserk. Berserk, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un manga qui est très très sombre et le personnage principal a eu beaucoup de problèmes, on va dire, dans sa vie. Donc c'est un personnage extrêmement sombre, extrêmement violent, extrêmement direct aussi. Et en fait, quand je me suis retrouvé à le jouer, bah, je savais pas comment faire. J'étais hyper mal à l'aise parce que je savais pas faire. Mais comment je fais pour être méchant? Haha. C'est tout un mystère, tu vois. Vraiment, j'étais. Bah, du coup, en plus, du coup, la table s'est assez mal passée pour ça et d'autres choses. Parce que bon, c'était du D&D qui me plaisait pas trop. Et c'était en plus, bah, j'étais pas à l'aise dans mon perso. Et du coup, en fait, j'avais qu'une envie, c'était soit de reroll, soit d'arrêter. Parce que, bah, en fait, en termes de roleplay, je faisais rien. Parce que je savais pas quoi faire. Ouais. Et après, est-ce que tu aurais pas pu trouver une porte à tout ça en essayant de comprendre dans son vécu pourquoi il agissait comme ça, plutôt que de juste jouer quelqu'un de méchant, tu vois? En fait, c'est pas qu'il était méchant, c'est qu'il était brusque, si tu veux. Mais non, mais en fait, après, tu sais, j'avais fait toute une bio qui expliquait pourquoi et quelles raisons, quel contexte, etc. Mais t'arrivais pas à relate et à avoir de l'empathie pour ça, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. J'arrivais pas à me mettre à sa place, à essayer de le jouer. Ok, il y a un truc qui va un peu dans ce sens que a dit Angela, et genre j'ai les larmes aux yeux en le lisant, donc voilà. Parce que là on touche des sujets qui sont un peu durs pour moi. Mais Angela dit c'est amusant parce que quand elle a écrit la phrase comprendre les autres, elle pensait plutôt comprendre les oppresseurs que l'inverse. C'est complexe et peut créer du malaise personnel, mais c'est intéressant à tester. Ça me semble plus difficile de jouer une identité opprimée, c'est un malaise différent. Et je suis assez d'accord avec ça, mais je pense qu'il faut mettre les choses à plat en amont de la table avec les autres joueuses pour pouvoir explorer des choses comme ça. Je sais pas si vous avez... Je pense peut-être avec Kiri, je sais pas si ça te fait réagir toi. C'est une conversation que j'aurais aimé avoir avec toi IRL en fait, tu vois. Ouais, mais c'est des questions qu'on s'est posées pour certains de nos personnages. Ouais. Moi, je sais que... Attends, je vais relire la phrase. Ouais. Je crois que je l'ai perdu. Ah, j'arrive. Elle pensait que c'était plus simple de jouer pour d'essayer de comprendre les oppresseurs plutôt que de comprendre des oppressés dans le jeu de rôle. Moi, je sais que je pense que je pense être quasiment incapable de relate à un oppresseur. Parce que je pense qu'il y a trop de choses dans ma construction de personne en tant que personne qui ont fait que j'ai fait des choix pour ne pas être la personne qui oppresse. Ouais. Et que intrinsèquement, ça serait me faire violence que de vouloir... je comprends les choses. C'est pas pour autant que je comprends très bien parce que sinon, si je comprenais pas, je serais pas capable de vivre avec, je pense. Mais intrinsèquement, je suis incapable de jouer ou de faire vivre ou de reproduire des situations qui, moi, m'ont potentiellement fait souffrir. Ouais. Et genre, c'est quelque chose qui est très fort en moi, qui est que j'ai des valeurs morales très fortes. Et les faire appliquer à quelqu'un d'autre, ça serait me faire violence à moi-même. Et voilà. C'est du coup, c'est là que je trouve à quel point l'être humain est fabuleux, parce qu'en fait, je pense qu'Angela, toi et moi, et Céline, du coup, qui s'ajoute aussi dans la conversation, on a un peu ce même ressenti, mais juste, du coup, pour une personne, ce sera plus simple, ce sera plus violent encore de se mettre du côté, enfin, de jouer quelqu'un d'oppressé, parce que c'est reproduire une violence que tu vis au quotidien déjà et continuer à la vivre dans le jeu, et pour d'autres, ce sera plus difficile d'aller de l'autre côté, où du coup tu reproduis la violence que tu subis. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Mais ouais, en fait c'est intéressant parce que moi je me rappelle d'une partie de Vampire qu'on devait faire et que finalement on n'a pas fait parce qu'on n'a jamais pu se poser avec mes collègues, mais où du coup il y avait toute la réflexion de est-ce qu'on jouait, parce qu'on jouait des vampires dans la période post-guerre je crois. Et enfin, je sais plus exactement, mais du coup, il y avait toute la réflexion de est-ce qu'on joue. Ah ouais, c'était post-guerre de sécession. Est-ce qu'on joue des gens qui sont du côté
des vampires des esclavagistes en gros, ou est-ce qu'on se met du côté des esclaves libérés? Donc c'était pas post-guerre de sécession, vous avez compris de quoi on parle. Et en fait, finalement, on avait décidé de ne pas faire des personnages pareils et de voir les interactions au sein de ça. Mais en fait, c'est violent des deux côtés. C'est violent des deux côtés. Bref, voilà. J'ai perdu ma Après, pensée. Vampire, en vrai, c'est un bon exemple de. Parce qu'il y a aussi la question de les violences. Il y a la reproductibilité de la violence aussi. Ouais. Il y a certaines violences qu'on reproduit sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est marrant de faire un parallèle avec les vampires, justement, parce qu'ils sont carrément maudits à reproduire les mêmes violences que leurs aïeux. Tu vois. Ouais. Mais pour revenir sur le thème abordé, en fait, il y a aussi souvent, enfin, ça va être horrible à dire, mais souvent les méchants, je pense que c'est ceux qui reproduisent des violences sans s'en rendre compte. Ou, après, il y a une différence entre les antagonistes et les méchants. Oui. Mais en fait, des fois, on se retrouve dans la position de méchant, justement, en se rendant compte que les circonstances ont fait qu'on a reproduit une violence. Des fois, il est trop tard et on est engagé dans la dynamique et il y a un contexte autour qui fait qu'on reproduit une violence. Et c'est peut-être ça, je pense que... Enfin, je dis ça, mais c'est ma vision du truc quand on dit chercher à reproduire le contexte de ce que c'est incarner un oppresseur. En fait. Ouais. C'est de se retrouver, de se confronter aux mêmes circonstances que les oppresseurs et de voir comment nous on réagit. Et ça permet aussi un peu, après c'est sûr que c'est violent aussi, hein, c'est quelque chose de sensible, hein, de se mettre dans une situation où on fait du mal à des gens, même pour expérimenter dans un cadre de jeu, quoi. Mais ça permet aussi, je pense, de développer une sorte d'empathie et même ne serait-ce une compréhension de cette violence et de comment éventuellement y faire face, parce que du coup, dans le prolongement direct de la reproduction de cette violence par notre personnage, on peut en fait essayer de trouver des solutions pour la neutraliser en fait, et essayer de se contenir et de trouver en quelque sorte ce que l'oppresseur n'aura pas fait et comment créer un contexte pour éviter que ce genre de pression se reproduise, quoi. Ouais, je complète ce que tu dis avec Angela qui dit... J'espère un jour tu pourras nous rejoindre en vocal, Angela, parce que du coup là je lis tous tes messages, je me fais ta voix, mais c'est très intéressant ce que tu apportes. Elle dit que du coup, vu qu'on peut le jouer comme on veut et faire évoluer notre personnage, jouer l'oppresseur, c'est aussi pouvoir le faire évoluer derrière et voir les différentes possibilités d'évolution de ce type de personnage. Et du coup, pourquoi pas, là je prolonge moi en tant que Atlas, pourquoi pas utiliser après ça pour pouvoir aussi aider à évoluer des gens. Mais bon, là on rentre dans, dans des trucs un peu trop deep, trop difficiles, je pense. Mais c'est un peu le cœur du sujet, hein, de jouer un personnage qui a une autre identité que la sienne. Moi, je vois un autre point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que jouer un oppressé, en fait, dans les deux, en fait, je crois que je suis pas confrontée au problème récemment parce que avec les outils de sécurité émotionnelle qui sont présents sur mes tables, il y a des lignes à cocher de je suis à l'aise avec les sujets d'LGBT-phobie, de sexisme, de racisme ou des choses comme ça. Et quand moi, c'est des cases que je coche souvent dans la colonne du milieu. C'est-à-dire qu'il faut que j'en ai discuté avec mon MJ et les gens de ma table pour voir comment ça va être traité et pour voir si ça rentre dans les conditions où moi ça va être où je suis ok que ça soit traité de cette façon-là. Parce que dans la façon dont vous le décrivez, je pense que je serais ok de jouer un oppresseur qui évolue. Si j'avais discuté et que dans le contrat que j'étais bien sûr que le MJ et tous les autres joueurs vont me laisser le faire évoluer comme je veux. Ouais, avoir l'espace de... Mais Ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que je disais dès le début de cette conversation que je pense que pour faire ce genre de... Pour explorer ce genre de sujet, il faut d'abord poser le contrat et en discuter tous ensemble. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, 100% si c'est le sujet, mais j'aime bien aussi jouer des personnages différents, donc avec une identité, mais notamment je pense aux personnages racisés parce que c'est ce que je suis en train de plus explorer en ce moment, là où le racisme n'est pas le sujet, parce que ça permet aussi de voir ce qui existe d'autre, tu vois.
Je sais pas si c'est Et écrit. je suis totalement. Mais du coup, pour moi, jouer une personne racisée, mais dans une situation où il n'y a pas d'oppression, c'est pas jouer un oppressé. Mais alors du coup, je pense qu'il peut y avoir une situation d'oppression qui n'est pas le sujet quand même. Ça Tu peut vois être, ça peut possible. être. Mais en fait, pour moi, s'il y a une situation d'oppression, c'est que c'est quand même un bout du sujet. Je sais pas, quand tu joues dans le monde Parce que- contemporain, même si le sujet ça va pas être le racisme, si tu joues un personnage arabe en France, tu vas forcément t'y retrouver confronté, même si c'est pas le sujet de la table, tu vois, et même si on pose un voile sur ça. Parce que, outil de sécurité émotionnelle, on a décidé que le racisme n'était pas le sujet. Tu vas quand Oui. même réfléchir aux oppressions vécues par ton personnage. Bah, du coup, si tu le joues bien, parce qu'après, moi j'ai un peu un avis tranché de ne jouer pas un personnage avec un skin différent si c'est juste pour jouer un skin différent. Enfin, ne pas jouer un personnage différent si c'est juste pour mettre un skin différent. Genre, si vous jouez un personnage différent, apprenez, renseignez-vous et jouez-le vraiment. Et du coup, moi, si je joue un personnage dans un monde contemporain qui est racisé, même si le racisme n'est pas le sujet, bah ça aura influé sur son évolution et sur qui il est et pourquoi il est comme ça, tu vois. Oui. C'est comme jouer un demi-elfe dans D&D, en fait. Mais oui, alors je comprends, mais je pense que pour moi, je comprends le fait que ça compte dans la conception du perso, genre que ça compte dans le machin. Mais du coup, moi, je vivrais pas la violence de c'est un être oppressé s'il y est pas confronté dans la table. Ouais, Effectivement. Du coup, en fait, effectivement, je pourrais jouer des choses comme ça, mais ça me gênerait pas. Enfin, ça me prendrait pas plus d'énergie. bah tant mieux. Enfin, c'est le but, non? Mais je sais pas parce que j'ai l'impression qu'on discutait du fait que jouer quelqu'un de différent de nous, oppresseur ou opprimé, c'était un travail. Et pour moi, un travail, ça nécessite de l'énergie. Mais je pense que ça peut ne pas en être un. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a forcément du travail si on veut que ce soit vraiment un vrai personnage et pas juste. Enfin, un vrai personnage avec une identité d'oppresseur ou d'oppressé et pas juste quelqu'un avec un skin. Pour moi, le travail, il va être là dans la construction du personnage. Mais après, ça peut ne pas être le sujet si on veut se préserver. Enfin, je sais pas. J'ai Mais l'impression je pense que qu'on je est tourne en rond. d'accord et qu'on n'arrive pas à mettre les mots de Ouais, la je même pense bonne. qu'on est d'accord. On est souvent d'accord, toi et moi. Après, je mettrais quand même un petit bémol sur le fait de jouer un demi-elfe. Oui, non, c'était un exemple Euh, très éloigné. c'est pas forcément un mauvais exemple, mais comment dire, c'est un raccourci qui peut amener à des confusions. Oui. Ça, je mets. Non, mais tu fais bien. Mais Je me suis dit après, mais pourquoi j'ai dit ça? quand on joue, en fait, quand tu choisis de jouer un demi-elfe, tu vas parler. Enfin, normalement, t'es censé, en tout cas tel que l'univers le décrit et le bouquin le demande, t'es censé traiter un sujet de discrimination, mais c'est plus une sorte de parabole sur la discrimination en général. En fait, c'est beaucoup moins chargé culturellement que Ah oui, les bien sûr. discriminations dans un monde contemporain. Du coup, Oui, mais c'est faut déjà un aussi début faire attention d'exploration, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais tu seras jamais confronté à des. Enfin, tu pourras jamais relate à 100%, en fait. Je sais L'empathie, pas. il y aura forcément une Ouais. distance empathique. Parce que Je suis pas enfin, d'accord, mais. tu peux, en Moi, fait, tu peux je suis relate à d'accord la avec toi. sensation d'être discriminé, mais tu peux pas te figurer ça comme l'expérience d'une discrimination précise. particulière. Ouais, voilà. Bah, je sais pas. En fait, je pense que c'est parce que j'ai D'accord. jamais joué de D&D, enfin, jamais fait de D&D. Et que moi, l'exemple que j'ai en tête quand je parle vraiment de racisme et d'elfes, je pensais à Dragon Age, où les elfes sont mis dans des ghettos et sont des êtres inférieurs à tout le reste de la population. Et il y a vraiment un sujet de racisme à explorer dans Dragon Age. Oui. Et là, même si c'est un monde fantasy, en fait, tu trouves les parallèles et tu les comprends et enfin, ils existent dans la vraie vie, tu vois. Enfin, et du coup, c'est Oui, mon vrai oui. problème quand je joue avec du Dragon Age avec des gens qui n'ont pas réfléchi à ça et qui n'ont pas cherché à faire des liens entre réalité et fiction. C'est que du coup, pour eux, ils jouent juste un racisme ordinaire et on s'en fout. Alors que moi, bah, je le vis comme si je jouais vraiment du racisme de notre monde, quoi. Ouais, non, mais en fait, C'est parce que t'as pas la même implication émotionnelle. en fait, c'est une parabole sur les mécaniques de discrimination, donc là, le racisme en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des discriminations particulières dans
vrai monde, ouais, bref, dans le vrai monde, il y a des discriminations particulières qui prennent des formes aussi très particulières, Oui, qui bien est sûr. que c'est plus difficile à explorer en fait dans ce cadre-là parce que c'est un cadre en fait qui reste très généraliste. Oui, mais je De pense discriminer une race ou il y a une. peu de gens qui vont aller explorer ça, à part dans des univers très précis et dans des jeux indés, hein, globalement. Mais c'est surtout est-ce que c'est possible quoi. C'est ça aussi. Parce que Je pense que ça peut être possible si le jeu est fait pour. Mais d'ailleurs, c'est de mon côté, c'est un peu pour ça que dans des jeux de rôle, disons, un peu plus contemporains, enfin, j'ai tendance à ne pas vouloir justement jouer des personnages oppresseurs ou oppressés. Enfin, oppresseurs dans le sens oppresseur, c'est pas forcément évitable dans le sens où bon, même un personnage blanc fait partie d'une classe oppresseuse. Bref, peu importe. J'ai pas envie d'explorer ce genre de choses-là dedans parce que justement, c'est quelque chose que je pense pas pouvoir, pas avoir les connaissances, le recul pour faire bien dans un contexte contemporain. Dans des univers, disons, qui sont plus abstraits, plus éloignés, euh, j'ai un peu plus cette confiance de pouvoir explorer ces problèmes-là dans la mesure où ils existent dans ces univers-là. J'ai un J'ai quelque exemple à part. vous donner, si t'as fini, Wizard, si je te coupe pas. Oui. C'est pas J'ai grave. un exemple à donner de jeu qui serait fait pour explorer la différence. Et entre autres des mécanismes de discrimination, mais pas que. C'est Dream Askew et Dream Apart, qui sont les deux premiers jeux Belonging Outside Belonging. Ce sont eux qui ont créé la mouvance, qui sont issus à l'origine des PBTA, des Powered by the Apocalypse. Bref, on s'en fiche des dénominations, c'est pas le sujet là. Mais surtout, en fait, si c'est le sujet parce que les Belonging Outside Belonging, le but à travers ce mot, c'est de parler de gens qui sont exclus, qui sont en dehors de la norme d'appartenance. Et du coup, Dream Askew, on joue dans un monde post-apocalyptique et on joue des communautés queer qui sont en marge de la société parce que ce sont des communautés queer. Et dans Dream Apart, on joue une communauté juive historique, enfin dans un monde historico un peu fantastique, mais en gros une communauté juive qui vit la ghettoisation et l'antisémitisme. Donc pour moi, il y a des jeux qui permettent d'aller explorer ça. Juste qu'il faut que ce soit des jeux qui soient faits pour, avec des outils de sécurité émotionnelle mis en place. Et il faut y jouer avec les bonnes personnes. Parce que concrètement, moi je rêve de jouer à Dream Askew, mais je me vois pas jouer ça avec n'importe qui. Voilà, c'était la C'est fin très de mon petit compréhensible. disclaimer. Et ouais, donc après, sur ce que je disais avant, j'ai quand même cette peur-là en soi de quelque part de faire des faux pas, même quand je joue des trucs, disons, dans des univers qui sont un peu éloignés, quand c'est des identités qui existent quand même dans un contexte contemporain. Donc, typiquement pour donner un exemple, ben, le personnage d'Adèle que je joue dans Ars Magica, c'est un personnage sur lequel, au départ, alors il faut savoir qu'Adèle, du coup, c'est une femme au Moyen Âge, donc déjà ça commence pas très bien niveau oppression. Euh, elle a la chance d'être une mage, donc elle a subi moins que d'autres femmes dans la même époque, mais quand même. Et il se trouve que de par l'histoire, la façon dont ça s'est déroulé, j'ai décidé que Adèle était lesbienne. Euh, ce qui est assez particulier aussi et qui est une expérience que moi, en tant qu'homme, forcément, j'ai pas vraiment. Euh, et, euh, et du coup, c'est un choix que j'ai fait parce que je trouvais qu'au niveau des thèmes, au niveau de l'histoire, ça marchait bien.
Mais si ces thèmes, etc., n'avaient pas été présents, en fait, je pense pas que naturellement j'aurais fait ce choix parce que encore une fois j'aurais eu ces doutes de ne pas pouvoir explorer cet aspect-là du personnage entre guillemets correctement. Mm, mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut qu'il y ait des choses posées à la table pour aller explorer correctement des identités différentes de les siennes, quoi. Et du coup, ça Je, résume pas mal. Vas-y, parlez, Kiri, je rajouterais même que même quand c'est des identités qui correspondent à la sienne, moi, bah, du coup, je me genre au nôtre parfois. Et il y a eu des discussions où, quand on se construisait des personnages avec Laurie, que ça soit mon bar de billes ou une personnage qui devrait être dans Myth mais qui n'est pas encore dans Myth du coup parce que tu l'as pas encore écrit, qui est non binaire, et ben j'étais en mode est-ce que c'est ma place de raconter ça? Est-ce que c'est quelque chose que bah, les gens autour de la table vont bien accueillir? Mm. Et est-ce que c'est une question que je suis prête auquel je suis prête à être confrontée, etc. Ouais, c'est. Alors, du coup, clairement sur la situation, à être confronté, etc., oui. Mais moi, rebondirais surtout sur ta légitimité. C'est un vrai sujet, je pense. Parce que jouer un personnage avec une identité différente de la sienne, c'est potentiellement lui enlever la parole à quelqu'un. Et c'est un vrai sujet. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mais Mais après, du coup, justement, quelque part, pour repartir un peu sur quelque chose qui a été dit beaucoup plus tôt, je pense que c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus simple de jouer un personnage qui a une identité différente de la sienne quand il y a personne qui a cette identité en tant que personne autour de la table. Parce que quelque part, justement, on n'a pas ce risque, cette impression d'enlever la parole à quelqu'un qui, d'une certaine façon, a plus de légitimité à explorer ce genre d'expérience. ouais, et d'où pour moi l'importance de se documenter avant de jouer un personnage comme ça. Enfin, comme ça, un personnage différent de nous. Mhm. Et l'importance de se poser la question, surtout s'il y a un public. Je pense que explorer une identité différente de la sienne, quand on est un petit groupe chez soi, ça n'a pas le même impact que par exemple dans un actual play qui est Absolument. diffusé. Donc il y a plein de questions à se poser à mon avis. J'ai Euh, l'impression que Guillaume ouais, a mis un message qui a réveillé pas mal le chat, donc si tu veux ouais, j'étais en rebondir train. sur ton message. Il est dessus, je suis dessus là et j'allais. Il reste 2 minutes pour c'est la fin de cette vidéo, donc on va conclure sûrement avec ce que dit Guillaume, qui nous dit. À force de ne pas vouloir, et avec toutes les meilleures intentions du monde, à ne pas vouloir jouer ou faire jouer des personnages trop différents de nous, ne risque-t-on pas à valider la surreprésentation des hommes cis blancs dans le JDR et la représentation du JDR? Oui. Oui. Voilà. C'est fini. Fin. Non mais oui, non mais clairement. Enfin, en fait, vu que la majeure partie de la population du JDR actuellement, ce sont des joueurs cis blancs. Si tout le monde Homme. joue, ou des hommes cis blancs, si ces hommes cis blancs ne jouent que des hommes cis blancs, et ben ils sont dans un entre-soi. Mais après, du coup, moi j'en reviens à ma question de skin là. Si un homme cis blanc joue une femme noire, mais alors que c'est que un skin et que finalement il joue un homme cis blanc qui a un skin de femme noire, bah voilà, d'où ce live et d'où mes interrogations. Ouais, effectivement. Voilà, Et ça y bah, est, je du craque. coup, enfin, je sais pas. Moi, ce que je dirais sur le sujet, bah, justement, c'est que effectivement, ça dépend quelque part de si dans le groupe, il y a d'autres personnes qui peuvent explorer ce genre d'expérience et à la limite voir avec ces autres personnes si elles sont d'accord du coup pour qu'on joue un personnage qui a des éléments de leur identité quand même, enfin des éléments en commun avec leur vécu. Hmm. Et qu'on les exprime. Et puis, du coup, si jamais ces personnes ont des retours, surtout écouter, quoi. Hmm.
Preach. d'accord. Oui. Ah. Bah, je suis tout à fait d'accord parce que justement, c'est par rapport à ce que disait Guillaume, il faut justement en parler avant avec ces personnes pour justement voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, qu'est-ce qui est intéressant d'aborder pour que justement, bah, on puisse jouer des personnages qui soient différents de soi, qui soient différents justement du cisgenre blanc et ainsi de suite, pour que au contraire, pour qu'on évite justement de former des groupes où ce soit bah, que les mêmes groupes de personnes, parce qu'ils ont que la seule légitimité d'en parler ou de tester. Oui. Donc c'est justement ce contraire. Il faut tester, il faut développer, mais il faut en parler avant et se renseigner en effet. Oui, c'est ça. Et pour moi, il faut tester, il faut explorer, mais il faut explorer en se documentant et en sachant ce qu'on dit, et pas juste en jouant uniquement sur ces clichés, quoi. Voilà. C'est important. Ne jouez pas sur les clichés. Ne jouez pas un personnage juste à partir des clichés que vous avez de ce personnage. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On arrive, ouais, on a déjà dépassé, mais je vais conclure en citant Ekeri. On ne peut pas avoir de conclusion claire et unique sur des sujets aussi intrinsèquement liés à nos constructions et à nos identités. Oui, merci, c'est une bonne conclusion, mais je rajouterai quand même, renseignez-vous, allez explorer d'autres identités, mais renseignez-vous et ne faites pas du mal à quelqu'un à votre table en lui volant son identité pour la jouer uniquement à base de clichés et d'aspects problématiques. Abonnez-vous à mon Patreon. Oui, merci Kerry. C'est ça la vraie conclusion. Ouais, je suis en train de partir en fusée là. Va falloir qu'on... Alors, post-live, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve sur le vocal d'un des quatre pour pouvoir décompresser, parce que moi j'en ai besoin après le live. Ceux qui sont sur YouTube, vous trouverez dans la description toutes les infos. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos témoignages, merci pour vos apports hyper éclairés. Merci. Voilà. Vous pouvez dire au revoir si vous voulez. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir les gens. Ciao. Et attendez, et on se retrouve vendredi pour une discussion à 18h sur la communication non violente avec Erel. Soyez au rendez-vous, ça va être trop bien. Bao, bao, pas du tout. J'ai mélangé bisous et ciao. Ouais, Ciao. Bah, oh.